Vous savez quoi ? Je crois bien que je redoute un peu ce moment. Pour tout vous dire, je crois même que c'est la première fois depuis que j'écris des éditos que je me suis dit que j'allais pas y arriver. J'ai même failli y renoncer parce que parler de Kaamelott, c'est compliqué. D'abord parce que ça a une telle place dans la culture populaire française que la moindre critique peut être perçue comme une attaque. Mais dans mon cas, c'est surtout compliqué parce que c'est quelque chose qui compte. Parce qu'au fond, c'est quelque chose d'intime. Et je n'aime pas trop dire que je suis fan de Kaamelott parce que pour beaucoup, ça voudrait simplement dire que je vocifère des répliques à tort et à travers toute la journée, alors que c'est pas ça du tout. Kaamelott, c'est juste une série qui a accompagné mon adolescence et qui a occupé des nuits où le sommeil se faisait rare. J'ai tellement regardé les épisodes que certains de mes DVD ne fonctionnent presque plus. Kaamelott, c'est quelque chose de profondément ancré dans une période de ma vie et une ombre qui plane depuis, souvent en silence, mais qui m'ouvre les bras chaque fois que j'en ressens le besoin. Il y a quelques mois, nous avons abordé le premier volet cinématographique de la saga à ce micro. J'avais tâché de rendre compte de mon avis sans éluder les points qui me semblaient moins bons que les autres. Et je n'avais pas manqué de dire mes déceptions et frustrations, celles résultant d'une attente longue de 12 années. C'est long 12 ans. Eh bien, il en aura fallu 4 de plus pour rentrer dans la phase 2. Enfin, la première partie de la phase 2 parce que Alexandre Astier ne veut définitivement rien faire comme tout le monde. Et à vrai dire, c'est là que ça se complique. Parce que dire du mal des choses qu'on aime, c'est difficile. Et en dire du bien, c'est prendre le risque de ne pas être pris au sérieux. Pourtant, la vérité se trouve sans doute un peu entre ces deux mondes. Avec ce deuxième opus, Astier nous offre un miroir totalement inversé du premier film. Là où on nous racontait le voyage d'un héros déchu revenant sur son trône, ici on le retrouve en pyjama, dans son lit, refusant de bouger et envoyant les autres à sa place à l'aventure. Cette fois-ci, on tisse une toile vers l'extérieur plutôt que de remonter en son centre. Résultat, on se retrouve à suivre des tas de petits groupes dans des temporalités différentes, affrontant des périples plus ou moins laborieux. Bref, c'est l'aventure, parce que oui, c'est bien ça le thème du film, partir à l'aventure. Le problème, c'est que les aventures, il faut nous donner envie de les suivre, et pour ça, on a besoin de s'attacher à ceux qui les vivent. Ce Kaamelott essaye bien, par sa mise en scène, ses décors, ses costumes, de nous faire ressentir le frisson espéré. Mais à l'arrivée, peut-être qu'il manque encore quelque chose. La succession de sauts de puce d'un groupe à l'autre manque souvent de liant et laisse un peu le spectateur sur le bord de la route. Pourtant, il y a bien des moments de bravoure, de beauté même, assez pour avoir eu les yeux qui brillent et le sourire aux lèvres. Mais a-t-on seulement le droit de s'en contenter? À en croire ceux qui crient à la catastrophe absolue sans la moindre nuance, il semblerait que non. Moi pourtant, je crois que oui. Peut-être parce que je voulais tellement que ça marche. Je voulais tellement que ce soit à la hauteur, je voulais tellement que ça soit grandiose. Il y avait la musique, les acteurs, la lumière. Vous savez quoi, je crois que j'ai envie que ça ait marché. Même si c'est pas tout à fait le cas, même si c'est pas vraiment ce qu'on attendait, du moins ce que beaucoup de monde espérait. Et puis, il reste encore la moitié du chemin. La partie 2 dans 1 an. Ouais, il faudra encore attendre 1 an. Mais elle pourrait bien sauver les promesses. Elle le devra même sans doute. Parce que ça sera peut-être la dernière fois qu'elle le pourra. Alors, faudra pas se louper. Et j'espère fort qu'il se loupera pas. Moi, j'y crois. Ça me touche un peu de faire cet édito, je vous le dis. Sans doute parce que c'est pour ce genre de moment que j'ai co-bâti un podcast. ETTPQ, ça s'appelle. J'ai été chercher un comparse à travers tout le royaume pour m'accompagner dans cette aventure. J'ai été acheter une grande table pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Je l'ai voulu ronde, mais il n'y en avait plus en stock, alors je me suis débrouillé. C'est compliqué, alors je vais essayer d'expliquer ce qu'est Kaamelott deuxième volet pour que tout le monde comprenne. C'est difficile, alors je vais essayer de rigoler pour que personne ne s'ennuie. Je vais rater, sans doute, mais je veux pas qu'on dise que ce film a rien foutu, parce que c'est pas vrai. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour
Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et quel épisode ? Oh, quel épisode, mais surtout quel édito. Quand on fait un édito meilleur qu'un film de 2h20. Allez, ça commence. Non, je rigole, c'est juste pour te mettre dans l'ambiance. Non, mais édito très touchant. Là, tu m'as fait voyager. J'ai changé de registre. Je sais qu'il t'a un peu coûté. Mais t'aimes bien changer de registre, j'ai l'impression, voilà, d'un édito à l'autre, alors que moi je reste sur la même lancée. C'est pas grave, c'est bien, au moins chacun sa façon de faire. Mais très touchant. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Kaamelott, deuxième volet partie 1, qui est sorti au moment où on enregistre il y a quelques jours, puisque on a décidé de dans l'actu cette année, vraiment c'est notre créneau. Au taquet. Donc le film... Les films le valent bien aussi. Mais exactement. Ils nous intéressent de base. On avait envie de faire ce film-là, en tout cas moi très envie de le faire dans la suite du premier. Et puis on peut le dire, c'est l'épisode qui est le plus écouté du podcast, le premier volet. Donc on s'est dit qu'on allait nous aussi surfer un peu sur la vague, puisque tout le monde parle de Kaamelott deuxième volet. Je pense qu'il faut vraiment habiter dans une grotte pour pas avoir vu Alexandre Astier quelque part dans les médias. Là. C'est presque indécent à tel point qu'il est omniprésent dans tous les médias possibles et inimaginables. Que ça soit la télé, la radio, Internet, Twitch, YouTube, il est vraiment partout. En plus, Internet, il est sur toutes les chaînes, il est de tous les plans, quoi. Absolument. On l'a même vu chez McFly et Carlito cette semaine. J'ai regardé la vidéo ce matin, plutôt agréable pour le coup. Ça parle pas du tout de Kaamelott, mais c'est rigolo. Comme ils le disent dans la vidéo, je pense qu'il aime bien faire ça, et comme il le dit lui-même, il s'en fout de la promo. Enfin, il aime pas le mot promo. Ouais, ça allait. En tout cas, c'est un très bon client pour les médias. Paradoxalement, il est assez rare, parce qu'il n'y est pas trop le reste du temps. Mais quand il faut faire de la promo, il est là, quoi. Ouais, puis surtout, il paraît moins imbu de lui-même qu'à l'époque, je trouve. Il a l'air d'avoir mis un peu d'eau dans son Graal. C'est joliment dit. Donc le film est sorti le 22 octobre 2025. Il dure 139 minutes, soit 2h19. Il a été écrit, réalisé, la musique a été composée par Alexandre Astier, qui joue évidemment le personnage principal. On reviendra sur le casting tout à l'heure. Alors au moment où on enregistre, on a peu de chiffres, mais on en a quand même un petit peu. Le film a totalisé 162 792 entrées le jour 1 plus les avant-premières, ce qui le place comme étant le deuxième démarrage de film français cette année. Et qui le place, si on fait une comparaison, loin derrière Kaamelott premier volet, qui avait dépassé les 400 000 entrées sur cette même période. Il faut quand même remettre dans le contexte qu'AV1 est sorti juste avant la mise en place du pass sanitaire pour le cinéma, et du coup il a fait des chiffres bien moins bons après les premiers jours. Donc on verra le premier week-end, ça sera intéressant de comparer. Au moment où on enregistre, on ne peut pas le faire. Ce qu'il est important de dire, c'est que ce film est doté d'un budget de 19,7 millions d'euros, ce qui est rarissime pour un film français, mais que ce budget comprend, de ce que j'en ai compris, le tournage de la partie 1 et de la partie 2, puisque les deux ont été tournés en même temps. Et la partie 2 sortira en novembre 2026. Alors, il y a pas mal de petites anecdotes à raconter. D'abord, je t'écoute. C'est quand même un film très ambitieux, ça on peut pas lui enlever. Ils ont tourné pendant 8 mois consécutifs. Il y a 78 acteurs mobilisés sur les deux parties, donc il y en a certains qu'on n'a pas encore vus, qu'on verra dans la deuxième partie, je pense. On va spoiler évidemment, mais je pense à Simon Astier, dont on sait qu'il sera présent dans la partie 2. En plus, il avait dévoilé le casting. Absolument, le casting était dévoilé. Ils ont tourné dans plein d'endroits, notamment en Islande et à Malte pour les pays étrangers, et évidemment en France dans plusieurs régions. Et donc ils ont tourné 2 films en même temps, ce qui est une petite prouesse. En tout cas, c'est assez rare comme méthodologie. En France, c'est assez rare. Oui, en France, c'est assez rare. On a évidemment l'exemple du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on pense tous à ça dans on va pas comparer les deux, on s'entend bien. Non, mais t'as raison de le dire. On pense à ça, et puis on pense aussi quand même, malgré tout, à ce que fait Marvel là, depuis quelques temps. Avec les Avengers qui sont tournés à la suite, et qui sont je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour les 2 prochains. Ils les tournent à la suite, si je dis pas de conneries. Et je dis peut-être une grosse connerie. Non, il me semble avoir lu ça aussi. Et je crois qu'après toutes les sagas littéraires adaptées ont fait ça sur leur dernier volet ces dernières années. Alors après, à quel point ils étaient tournés en même temps, ça c'est vrai que ça me fout le doute. Alors la raison pour laquelle ça a été tourné en même temps, c'est qu'en réalité, c'est qu'une seule et même histoire. Bien sûr, oui. Et qu'elle a été coupée en 2 pour des raisons pratiques, parce qu'on ne pouvait pas faire un film qui durait 4h30. Et il valait mieux pas, sans doute d'ailleurs. Mais l'histoire, elle est pensée comme étant un ensemble. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais sans doute que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été assez pris en compte dans l'analyse qui a été faite de ce film. J'ai pas eu beaucoup de critiques, mais les critiques sont
sont très très durs. Ah ouais. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais la critique presse notamment est extrêmement virulente. C'est les deux extrêmes entre les fans qui essayent de contrebalancer d'un côté en étant complètement dans l'extrême. Mais c'est trop bien, vous comprenez rien, vous êtes trop bête pour comprendre Kaamelott, on en a gros nous. Il y a un peu de ça, il y a un peu les deux extrêmes. Bon, et il y a quand même un point dont on est obligé de parler, c'est un point casting. Alors il y a un casting XXL, on retrouve beaucoup des comédiens de la série originale, on en retrouve des nouveaux, notamment Redouane Bouguerba, je pense à Moguiz, je pense à tout un tas de gens qui font leur apparition. Mais celui dont on a le plus parlé et qui n'est pas là, c'est évidemment Franck Pittiot, qui est l'interprète historique de Perceval. Donc, il n'est pas dans le film. Je vais faire juste une petite parenthèse, on ne va pas passer 2 heures dessus, mais on est quand même obligé d'en parler. Parce que ça fait quand même des semaines que ça dure, cette histoire. Et tout a commencé... Des mois, tu peux dire des mois, dès qu'il a balancé les 2 castings. Voilà, donc le casting a été annoncé le 7 août dernier, via les différents comptes d'Alexandre Astier et de Kaamelott. Donc on a découvert qu'il n'y avait pas Franck Pittiot et ensuite on a eu rien, c'est-à-dire personne n'a réagi, Alexandre Astier n'a pas pris la parole, Franck Pittiot n'a pas pris la parole pendant des semaines jusqu'à on va dire le début de la promo il y a grosso modo 3 semaines où là on est revenu sur le tapis avec les teasers, avec les bandes annonces en se disant vraiment il n'est pas là quoi, puisqu'il y a longtemps eu cette idée de c'est peut-être un coup de com', ouais pas bien pourquoi mais ouais, après tout pourquoi pas. Et Alexandre Astier a fini par confirmer, d'abord chez Samuel Etienne, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est lui qui a eu la primeur de l'information, que non, il n'était pas là. Puis ensuite, dans toutes les interviews, il a expliqué que Franck Pittiot n'avait pas voulu revenir, qu'il ne serait pas dans le film, que Perceval, on entendrait quand même parler, c'est le cas, mais qu'il ne serait pas remplacé en tant que comédien, mais qu'il n'avait pas voulu revenir, donc il avait fallu réécrire. Il l'a dit d'ailleurs. Alors, je fais aussi une parenthèse, c'est pas parce qu'il y a eu ce truc-là que le tournage a pris du retard. S'il aurait dû être tourné en 2023, il a été tourné en 2024. C'est ce qu'expliquait Franck Pittiot justement quand il a donné son interview. Exactement, puisque Franck Pittiot, lui, s'est exprimé d'abord sur des réseaux sociaux, mais des comptes qui n'étaient pas certifiés, donc qui rendaient difficile de savoir si oui ou non c'était le cas, parce que les comptes avaient littéralement popé au mois d'août, donc c'était un peu frais, quoi. Il a créé des réseaux sociaux un peu space, à l'annonce du truc. Un peu bizarre. Bon, et finalement, il a donné une interview au journal Geek, que je vous recommande de lire. D'ailleurs, si vous ne le lisez pas, c'est un bon canard. Vous pouvez les soutenir, ils font du crowdfunding pour chaque épisode, enfin pour chaque numéro, je veux dire. Et il a donc donné une interview qui paraîtra dans le prochain numéro, mais qui est déjà disponible en partie sur YouTube, dans laquelle il est revenu dessus en confirmant, 1, qu'il était bien le propriétaire des réseaux sociaux, et 2, qu'il n'avait pas voulu venir parce qu'il n'avait pas aimé le scénario. Il n'avait pas aimé l'évolution de son personnage particulièrement. Exactement. Et il a expliqué que c'était déjà le cas dans le premier, et que le premier, il l'avait fait sans lire le scénario, mais qu'il n'avait pas trop aimé... le Perceval du KV1, et donc il avait demandé à lire le scénario de KV2 pour être sûr que ça lui plaisait. Et là, moi, je suis obligé de dire que, évidemment, en tout cas, moi, je suis très triste qu'il soit pas dans le film, parce que c'est sans doute le personnage principal avec Arthur, et Caradoc, peut-être, même si je pense que Perceval est plus... En tout cas, il est plus aimé des gens. Mais la vérité, c'est que moi, en tout cas, et je sais que c'est ton cas aussi, mais c'est le cas de plein de gens, on est tous d'accord avec Franck Pittiot. C'est-à-dire que son personnage de Perceval dans KV1, il est beaucoup moins agréable parce qu'il est colérique, parce qu'il est moins attachant, parce qu'il est moins... Il ressemble moins au personnage de la série. Et finalement, est-ce qu'on peut en vouloir à Franck Pittiot de pas l'aimer comme nous, on l'aime pas? La réponse est non, et de ne pas vouloir le faire non plus. Alors voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je comprends son choix. Je comprends moins la manière dont ça a été révélé, mais quelque part, je suis assez d'accord avec son choix. Oui, je suis assez d'accord aussi. C'est plutôt logique, étant donné que, comme on l'avait dit dans l'épisode 1, on n'avait pas trop aimé le personnage de Perceval dans le premier film. Après, moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois des trucs aussi familiales en termes d'équipe, qui durent sur autant de décennies, du coup, parce que le scénario plaît pas, tu reviens pas. Sur le papier, je suis complètement d'accord avec lui. Après, en tant que... Je ne suis pas un fan du tout de Kaamelott de base, mais en tant que personne qui apprécie quand même un tant soit peu ce que la série essayait de faire avec le personnage de Perceval, j'aurais aimé qu'il revienne. Maintenant, on ne saura jamais à quel point le scénario nous donnait un Perceval différent de ce qu'on voyait. Effectivement, dans l'extrait d'interview qu'on a vu de Pittiot, il expliquait, il avait parlé de frustration sur le premier parce qu'il n'avait pas eu
c'est la manière de travailler d'Alexandre Astier, hein, on le sait depuis déjà très longtemps. Mais le fait de ne pas avoir de scénario global et de finalement tourner ces scènes un petit peu sans savoir le contexte, parce que je pense que ce qui a pu vraiment gêner, et ça je le conçois, c'est que tu passes quand même d'une série à des films. Alors, donner les dialogues le jour J, quand tu vas dans Kaamelott, tu sais dans quoi tu t'engages, etc. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je peux comprendre que là, pour des films de 2 heures, 2 heures et demie, tu as envie d'avoir un contexte global, surtout 12 ans après, hein, à l'époque du premier film. Donc, moi, je suis plutôt... Il n'y a pas de team, mais je suis plutôt d'accord avec l'analyse qu'en fait Franck Pittiot. Puis, de toute façon, très honnêtement, on est qui pour lui dire bah non, t'es un connard, t'aurais dû faire ça. Non, mais totalement. Alors globalement, les gens ont pas mal réagi à son propos. Ce qui a été, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce truc-là n'aurait pas dû être une affaire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'à l'annonce du casting, on se mette d'accord, ils se mettent d'accord en disant écoute, on annonce, je suis pas là, je dis que je suis pas là parce que j'ai pas voulu. Point barre. Ils ont l'air d'être restés en très bon terme, puisque à la fin de ce qu'on a vu, il dit qu'il aimerait faire le 3. Je suis pas contre revenir dans le 3e. Ouais, exactement. Non mais voilà, donc moi je trouve ça, franchement, moi ça m'a vraiment embêté tout ça, parce que je trouve que ça abîme un peu l'image de Kaamelott et le côté familial. Tu l'as dit, c'est une série familiale. On a des acteurs qui sont là depuis 2003, je crois 2002, Didier Ciré, le court-métrage d'où vient je crois que c'est 2002, la série. Ouais. À un moment, ça fait 23 ans que ça dure. On n'a pas envie de les voir s'engueuler, même si on peut comprendre que certains aient plus envie de faire. Enfin, tout ça peut très bien s'entendre, mais c'est vrai que je trouve dommage la manière dont ça a été géré, et ça a pollué la sortie du film, parce qu'en réalité, on n'a parlé que de ça. Ah bah oui, on s'en foutait de ce que la bande-annonce avait l'air de nous raconter, etc. La plupart des gens débattaient sur mais pourquoi il est pas là. Il y avait des rumeurs. Exactement. Oui, il a envoyé chez Astier sur le tournage, du coup il s'est barré. Ouais, c'est ça. Tu disais de tout et rien. C'était le feuilleton de l'été. C'était ridicule. Ouais, exactement. Donc voilà, le truc est élucidé. Donc non, il n'est pas dans le film. C'est pas un coup monté. Vous ne le verrez pas ni dans la partie 1 ni dans la partie 2. C'est comme ça, sauf s'ils font des reshoots. Oui, c'est ça, mais je pense pas. Ça n'a pas l'air d'être le genre. Je crois pas, non, je rajouterais juste un truc, c'est que on va parler du film, on va rentrer dans le détail après du résumé, etc. Je pense pas en plus que Alexandre Astier en veuille spécialement à Franck Pittiot, et ça se sent parce que ce qu'il a l'air d'avoir fait du personnage justement laisse la même porte ouverte que Franck Pittiot ouvre à la fin de son interview, je trouve. Mais surtout que, enfin oui, on va y venir dedans, mais moi je trouve que effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qu'on voit et ce qu'on entend du personnage, qu'on lit du personnage, puisqu'on le voit par forme de courrier, ressemble vraiment au personnage de la série. Bien sûr. Et pas du tout au personnage de KV1. Donc c'est ça. Donc moi j'attends de voir, parce que on a dit qu'il y a donc dans 1 an la deuxième partie du 2e volet, mais c'est une trilogie de base, donc il y a un 3e film de toute façon qui est prévu, qui sera en 3 parties ou 4 sans doute, mais non, mais il y aura une conclusion de toute façon dans 33 ans. N'empêche que quand il sortira le dernier film Kaamelott et que ce sera vraiment la fin de la saga, ça fera 30 ans. T'imagines, c'est hallucinant. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins 4-5 ans entre la sortie entre de la le deuxième P2 volet et la deuxième partie du 2e volet et le 3e film, bien sûr. Bon, avant de rentrer dans le détail, dans le résumé, qu'est-ce que toi t'attendais de ce film-là ? Forcément pas les mêmes choses que moi, je le sais, mais objectivement, par rapport à ce qu'on a vu du premier, est-ce que tu connais de la série ? Je sais que même si t'es pas fan, c'est une série que t'aimes bien. Oui, je suis pas. En fait, c'est toujours pareil, c'est que tu les as un peu mentionnés, c'est dans ton édito, c'est ceux qu'on entend le plus, qui te dégoûtent le plus. De faire partie de cette communauté un peu, tu vois. Et alors moi je suis pas du tout fan, parce qu'effectivement Kaamelott, je crois que je l'avais déjà mentionné dans notre épisode sur le premier volet, moi j'aimais pas trop la série de base, ça me parlait pas plus que ça, l'humour je trouvais ça lourdingue, je trouvais pas ça drôle spécialement. C'est à partir du livre 5 où ça devient plus sérieux, qu'il y a vraiment un fil rouge qui se dessine et qui prend tout son sens, que j'ai vraiment accroché et que je suis rentré dans le truc. Maintenant c'est pour ça que je me considère pas comme fan. Maintenant, qu'est-ce que j'avais comme attente sur KV2 première partie ? Évidemment un film qui me plairait plus que le premier volet, un film où justement j'ai pas envie de revoir un Arthur chiant et déprimé. C'est pas du tout ce qu'annonçait la série, et bon, alors ok, il y a 12 ans qui s'est passé entre les deux, mais putain, respecte un peu ce que t'avais prévu de faire au début, je trouve. Après bon, voilà, on va pas revenir sur Astier et le fait qu'il aime être ailleurs que là où on l'attend, mais oui, non, j'attendais de voyager un peu plus. Alors évidemment, malgré tout ce qu'on a dit depuis le début, j'étais très curieux de voir ce qui allait être fait du personnage de Perceval, parce que moi, Perceval, sans être un gros fan de ses répliques cons, etc., j'aimais beaucoup, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce que la série voulait faire de lui au départ, parce que
à travers tout, en plus de tous ces moments cons qu'il a avec Caradoc, avec Arthur, avec tous les autres personnages, il y a des moments, le personnage est très touchant, se livre beaucoup plus, est très intéressant. Alors il y a peut-être 3 épisodes dans la série à sketch, enfin quand je dis série à sketch, c'est du livre 1 à 4, on va dire. Mais et du coup, là, j'étais très curieux de savoir, parce que moi, ça m'a un peu fait chier qu'il soit pas là, parce que j'attendais vraiment de voir s'il allait revenir à une évolution normale, maintenant qu'Arthur était revenu, etc. Mais bien sûr. Ce qu'il laissait, ce qu'on imaginait avec la fin de KV1. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, j'avais pas envie de ressortir en ayant une impression de non fini. Bon, alors dans un film en 2 parties, forcément, je te laisse imaginer qu'il y a un petit côté mitigé, du coup, suite à ça. Donc voilà, et puis bon, effectivement, comme tu l'as dit, le choix du film, c'est aussi un peu parce que c'est vrai que KV1, c'est notre épisode le plus streamé, donc c'est forcément qu'on est obligé de le faire. Puis c'est tellement une part importante de ce que t'aimes toi, de ce que j'aime aussi, hein, le côté sérieux de Kaamelott, vraiment, je le trouve très bien. Donc voilà, moi j'attendais de retrouver un peu une énergie. Je voulais avoir l'impression de voir Kaamelott au cinéma, comme ça a été vendu dans le livre 5 et le livre 6. Voilà. Et pour le coup, en termes d'avis général, je trouve que ça fonctionne un peu. Beaucoup plus que dans le premier volet, en tout cas. Alors effectivement, les 2 films racontent pas la même chose, mais je trouve que ça marche beaucoup mieux. Visuellement, je le trouve très très bien. Il m'a beaucoup fait penser au Comte de Monte Cristo, visuellement. Ça fait plaisir de voir malgré tout des films français à qui on alloue un budget colossal et qui arrivent du coup à faire des choses. Les effets spéciaux sont extrêmement réussis. J'étais très choqué. Il n'y en a pas énormément d'effets spéciaux CGI et compagnie, mais quand ils sont là, putain, ça marche vachement bien. J'ai aimé le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Moi, j'aime beaucoup les trucs coraux. Alors, c'est vrai que c'est un peu bordélique. C'est un peu... Le rythme, en fait, il est très satisfaisant tout le long, toute la majeure partie du métrage, mais il est un peu foiré sur la fin parce que les temporalités sont différentes des groupes qu'on suit. Et du coup, t'as dit qu'on faisait par saut de puce, qu'on les suivait, tac, 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 mais en fait, c'est-à-dire qu'on passe d'une temporalité à une autre, parce que c'est pas on suit un groupe, puis on en suit un autre, puis on suit le dernier, c'est on suit un groupe, puis on suit le deuxième, puis on suit le premier, puis on resuit le troisième, puis alors là, on revient au deuxième, puis là... Et alors, tu comprends la temporalité, c'est lisible, c'est compréhensible, mais c'est un peu bordélique, faut quand même dire les choses. Les décors sont incroyables. Bon, alors par contre, tu vois que Alexandre Astier, là, si on l'avait pas encore compris, si on l'avait pas encore en tête, il aime un poil Star Wars, mais clairement. Mais voilà, ça reste réussi, tous ces trucs-là. Les dialogues sont impeccables, je trouve. Je pensais pas rire, très honnêtement, parce que tu vois, j'ai pas ri du tout devant le premier, et là, franchement, je me suis retrouvé à rire à certaines punchlines que je les ai déjà oubliées. Je suis vraiment un loser. On peut dire que moi, j'ai vu le film en avant-première, oui, et tu l'as vu toi, et je suis revenu le voir. Oui, moi, je l'ai vu 2 fois, et moi, j'étais... Du coup, j'ai essayé de rien laisser paraître, mais j'étais content de te voir rire parce que je savais que tu n'avais pas du tout ri au premier. Ah non, pas du tout. Ouais. C'est effectivement, je te rejoins. Les dialogues, c'est un des points forts du film. Voilà. Et donc, globalement, je le trouve mieux écrit que son prédécesseur. Alors, dans dans notre épisode sur KV1, je me souviens, j'avais dit à l'époque, je pense que KV1 sera meilleur dans nos esprits, etc., quand on aura vu le tout. Bon, là, je peux quand même faire, c'est pas un reproche, mais je pense que je peux dire la même chose pour le 2. J'ai hâte de voir la deuxième partie, du coup, parce que je pense que ce sera encore meilleur. Mais voilà. Et par contre, j'ai un énorme problème avec le personnage d'Arthur. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le résumé détaillé. Donc toi, du coup, j'imagine que tes attentes étaient bien plus grandes que les miennes. Qu'est-ce que t'en as pensé, finalement ? Parce que je sais toujours pas. Non, mais oui... J'ai revu KV1 cette semaine, même si je l'avais revu pour le podcast il n'y a pas longtemps, je l'ai revu en me disant me permettre de me remettre dans le contexte, de voir où est-ce que ça s'est arrêté, où est-ce qu'on va. Moi j'attendais, il y avait pour moi une promesse de le film va faire ce que Kaamelott n'a jamais pu faire dans la série égard à ses restrictions narratives et de budget et de format, c'est-à-dire ils vont faire des quêtes, ils vont partir à l'aventure. Et c'était la promesse, et je trouve que cette promesse, elle est remplie. Donc là-dessus, moi, j'étais content. Je trouve qu'il y a un vrai bon travail sur la réal, mais c'était déjà le cas dans le 1. Moi, j'avais beaucoup aimé l'image et la lumière du 1. J'ai retrouvé ces qualités-là. En termes de costumes, franchement, là, il y a un step-up qui est encore plus grand. On n'en a pas parlé. Bien sûr, et puis ils sont... Oui, vas-y, je te laisse. Je trouve que les costumes sont géniaux. Vraiment réussis. Je pense notamment à Coln, le magicien, mage, qui a un costume incroyable. Et les costumes sont plus sensés que le 1.
Oui, c'est un peu moins extravagant. Parce que le 1, c'était mais incompréhensible, les costumes, globalement, je trouve. Moi, j'étais assez client. Ouais, moi pas. Et du coup, là, je retrouve un truc un peu sensé. Et ça fait du bien. Je vois ce que tu veux dire. Donc non, moi, j'avais quand même une attente. Et puis, voilà, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, c'est une œuvre qui a tellement compté. J'ai attendu, je l'avais dit j'ai réécouté le premier épisode aussi il y a quelques jours. Ça explique pourquoi tu prends du retard sur la préparation de nos autres épisodes. Si tu fais ça à chaque fois. Non, j'avoue que je le fais pas à chaque. Mais comme là, c'est une suite. Ouais. Mais j'avais fait pareil avec Da Vinci Code, par exemple. Pour être sûr de ce qu'on avait dit. Non, mais en fait, j'avais dit dans le premier que le film, c'était une espèce d'énorme bande-annonce. C'est-à-dire que ça reposait en fait, on reposait un contexte, sachant qu'il fallait aussi attraper par le bras tous ceux qui n'avaient pas vu la série. Et le film, à l'arrivée, il n'était pas mauvais. Moi, j'avais passé plutôt un bon moment. Mais je trouvais que ça manquait de grandiose, ça manquait d'un certain nombre de choses. Et surtout, en fait, au point final du film, la quête globale, qui est quand même la quête du Graal et des chevaliers, n'avait pas avancé d'un iota. On avait juste décarré Lancelot et puis après, on n'avait pas reconstruit la suite. Là, ce que j'aime, c'est que le film avance. L'histoire, elle avance. Les groupes se forment, on a des personnages nouveaux, on en a des anciens qui reviennent, on a des conflits de génération, Donc, voilà, moi, je suis plutôt content de ça. Mais c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'attendais, je l'ai un peu dit, c'est d'avoir des émotions que j'ai pas trop eu devant le premier. Le premier, je les ai eus parce que c'était un peu... Je crois que je le dis dans le premier, j'étais soulagé que le premier film il existe. Parce que moi, je m'étais fait une raison. Je m'étais fait une raison qui sortirait jamais. Et là, celui-ci, j'avais envie vraiment qu'il soit à la hauteur. Maintenant, est-ce qu'il l'est vraiment ? C'est difficile à dire parce que le film, il est coupé en deux. Moi, j'aurais voulu que la partie 2, elle sorte dans 6 mois, pas dans un an. Oui, je trouve que c'est trop aussi. C'est long. Alors après, il y a tout un travail de post-prod, tu l'as dit. Là, les effets spéciaux, là, je veux pas entendre des gens me dire que les effets spéciaux sont pas réussis. Oui, puis en plus, Astier travaille mais jusqu'au dernier jour. Oui, clairement. Donc forcément, il a rendu 6 mois, c'est peut-être un peu jours avant. On connaît le gars, c'est un peu court, 6 mois pour lui. On est d'accord. Mais du coup, j'ai vraiment passé un bon moment. J'étais content. Il y a des défauts, on va en parler, il y en a pas mal. Mais je pense que c'est très compliqué de juger ce film-là, et c'est ce que je reproche à la critique, notamment presse et la critique, on va dire, YouTube en général. C'est-à-dire que les gens jugent le film comme étant un film entier. C'est pas un film entier, c'est la moitié d'un film. Donc évidemment, il n'y a aucune résolution dans ce film. Alors on peut le reprocher, on peut dire on aurait voulu qu'il y en ait certaines, et surtout que la fin est très brutale. Mais en même temps, si on avait eu des résolutions là, on n'a pas envie de voir la suite. Moi, ça me choque pas que dans ce film-là, ça finisse avec un cliffhanger aussi gros, puisque c'est un truc en deux parties, on le sait dès le départ. Je l'aurais reproché si c'était fini comme ça avant le troisième volet. Parce que pour moi, chaque volet doit être une entité complète. À la fin de KV1, l'arc de Arthur, il est résolu. Il est revenu, il a repris le pouvoir, il a viré Lancelot. Donc lui, son chemin, il est accompli. On ne sait pas ce qu'il va faire après. On sous-entend qu'il va reprendre la table ronde. Mais son arc, il est fini. Là, il n'y a aucun arc qui est fini. Il n'y en a aucun. Non, mais après, c'est comme tu l'as dit, c'est un film qui est en deux parties. Donc ça paraît logique. Moi, je trouve que ça... Et tu vois, je reprends les exemples des grandes sagas littéraires, enfin des grandes sagas littéraires, des grands best-sellers. Après, c'est pas forcément des grandes sagas, mais je pense à Harry Potter 7, Les Reliques de la Mort, qui est en deux films. Le deuxième film se termine. Il n'y a pas grand-chose qui est résolu. Au contraire, on te dit... le premier, bien sûr, partie 1, on te dit, bon, voilà, Voldemort il trouve la baguette de Suro, donc ça se finit là-dessus. Exactement. Voilà. Bon, après j'avoue que la scène à la fin du générique de KV2, j'aurais bien aimé en voir un poil plus. Oui, un poil plus. Je trouve que c'est même pas que c'est trop brutal, parce que même la dernière scène avant le générique, tu te dis bah non mais mec, il fallait montrer un dernier truc, un truc qui donne envie de voir la suite, ce qui est pas le cas là. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est ça que les gens reprochent beaucoup. Je suis d'accord. Mais globalement, je trouve... Mais c'est une... Oui. Ouais. Là, t'as dit un truc qui, moi, me paraît important. Je pense que c'est difficile de dire que ce film-là est moins bon que le premier. Moi, je le trouve en beaucoup de points meilleur. Bien sûr. Et vraiment, regarde et lis des critiques si t'as l'occasion et l'envie de le faire. Les gens disent que le film a les mêmes défauts, qu'il est moins bon. Moi, j'ai vraiment du mal avec. J'ai lu une critique. Je trouve vraiment que la critique est très dure. J'ai lu une critique du fameux site dont j'ai déjà parlé dans un ou deux épisodes où je les lis alors que je suis jamais d'accord avec eux.
Et là, encore une fois, je trouve que c'est... Alors que, soi-disant, c'est une fan qui l'a écrit. Oui, je trouve que c'est du foutage de gueule, parce que reprocher certains... Ils reprochent des trucs, ils disent qu'il a les mêmes défauts que le premier film. Moi, je suis pas d'accord. Le film, il a le mérite, là, comme tu l'as dit, de nous faire voyager, de nous montrer une aventure avec... il est plus ambitieux, bien sûr. Il nous fait vivre une aventure avec un grand A. On est d'accord. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a des défauts dans le montage, dans le rythme, bien sûr. dans le jeu de certains acteurs qui, effectivement, sont pas honnêtes, dans certaines quêtes aussi de certains personnages qui sont un peu... On s'en bat les... Voilà. Mais très honnêtement, sinon, le film, mais tu peux pas dire qu'il est meilleur, parce que t'as vraiment cette sensation d'avancer dans l'intrigue globale de Kaamelott, pas juste dans l'intrigue d'un film. Et c'est ça qui est intéressant. Je suis d'accord. Bon, je vais essayer de le résumer assez vite, parce que c'est plus intéressant qu'on parle de ce qui nous a marqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais grosso modo, et ça c'est un reproche que moi je fais au film, on se retrouve donc avec Arthur qui a détruit Kaamelott, qui habite chez ses beaux-parents et qui a décidé qu'il voulait plus rien faire. Ça, moi, ça me pose problème. Comme d'habitude. C'est pas Je suis d'accord. Il y a une obsession de Alexandre Astier à ce qu'un héros renonce. C'est un truc définitif chez lui. On l'a vu dans le livre 5, on l'a vu dans KV1, on le voit dans KV2. Donc, en tout cas, au début, il veut rien foutre. Le type. Mais ça nous permet de poser un contexte où il vit chez ses beaux-parents. Il est littéralement en pyjama. Il a une grenouillère le costume, il est fantastique. Moi, j'adore la grenouillère. Très honnêtement, je trouve ça génial. Puis elle a l'air très confortable en plus. Et puis ça illustre parfaitement ce qu'il est, quoi. Et donc, en plus, il a pris du bide. Mais bien sûr. Je sais pas si c'est un vrai ou pas, mais c'est possible. Non, parce que c'est pas ses vrais cheveux. Oui, forcément. Mais du coup, je pense que c'est un faux bide quand même. Mais... Je sais pas, mais c'est vrai. Mais bon, il a une dégaine vraiment de clodo que je trouve très cool. Clairement, en fait, c'est Tanguy, c'est-à-dire il vit chez les beaux-parents, il veut pas sortir de son lit. Non, mais le contexte de base est très rigolo. Et c'est très bien fait. Ouais. Et ça nous pose ce contexte. Il vit avec eux, ça se passe pas bien. Ça permet de revenir à ce qu'est l'essence de Kaamelott au départ, c'est-à-dire des gens qui bouffent autour d'une table et qui s'engueulent, puisqu'il y a quand même pas mal de séquences au départ qui sont là-dedans. Et donc, alors qu'il vit chez ses beaux-parents et qu'il refuse de rien faire, on apprend dès le début du film que Léo Dagan et Célie ont pris l'initiative de convoquer tous les chevaliers à la première réunion de la table ronde. La nouvelle. Alors que lui, il s'en fout. Enfin, il a rien demandé, quoi. Donc, on a Bohort qui est scandalisé. On apprend que la table ronde, elle est maintenant dans une espèce d'usine dans laquelle il fabriquait des armes de jet. C'est une ancienne usine d'armement, donc qui était vraisemblablement devenu un marché aux bêtes rempli de purins. Enfin, c'est un enfer. Et il fabrique une table ronde, mais on nous explique que grosso modo ça se passe 6, 7, 8 mois après la fin du premier film. Donc ils sont en train de remettre en route, mais ça n'avance pas vite. Encore une fois, là on retrouve un truc Kaamelott, c'est-à-dire que rien ne va aussi vite que ce que ça devrait, et même ceux qui essayent n'y arrivent pas. Donc finalement il va se tenir cette première réunion de la table ronde, et entre-temps au château de Carmélite, j'entends, la foudre va frapper, puisque on se souvient que dans le premier film, Arthur, son épée Excalibur ne flamboie plus avec une couleur de feu, mais une couleur noire et bleue qui laisse penser qu'il doit venger, donc il doit tuer Lancelot. Avec et grosso modo, etc. Exactement. Et tant qu'il n'aura pas fait ça, en gros, son épée redeviendra pas normale. Et là, on voit qu'il y a de l'orage quasiment tout le temps dans le film autour de lui, et la foudre va finir par tomber dans sa chambre, va blesser Guenièvre, et va laisser une trace sur le mur avec un message des dieux qui va assez rapidement être traduit comme étant « L'assassin du roi viendra d'Orcanie », ce qui va faire un peu flipper Arthur, qui se dit en fait, peut-être qu'il y a quand même des gens qui essayent de me buter, notamment le roi Lot, qu'on ne voit pas dans ce volet puisqu'il est en exil. Et donc, du fait qu'on attaque Guenièvre, il va décider quand même de dire bon, je vais quand même aller à la table ronde. Donc il y va. Il y a une espèce de grande réunion. Et moi, j'aime beaucoup le décor de la table ronde, avec des gens perchés en haut, des gens autour de la table. J'aime beaucoup la table ronde aussi. Et la table ronde qui est donc faite un peu... Ils reprennent celle qu'on voit dans le premier volet, de Bohort dans la forêt, à Gaune, là. Oui, c'est ça, absolument. Et ils rajoutent tous les participants viennent et rajoutent des morceaux. Rajoutent une planche, un truc. Exactement. Donc on a notamment le duc d'Aquitaine qu'on voit très peu, mais qui vient avec une petite planche framboise. Enfin, c'est assez marrant. Et donc à partir de là va se partir l'idée de il faut faire des quêtes, il faut partir à l'aventure, parce que pour devenir chevalier c'est le prérequis. Et on a les vieux qui disent nous on est roi, on a autre chose à foutre que d'y aller, et les jeunes qui veulent y aller. Donc il faut voter, et donc on a sans doute le monologue d'Arthur qui est un des trucs les mieux écrits, comme souvent. Il a un très beau monologue sur ce
que signifie l'aventure, avec une comparaison avec un gamin qui saute au-dessus d'un ruisseau au fond de son jardin et qui devient le souverain de son royaume qui n'existe que pour lui. Et donc, on va, à partir de là, avoir plein de groupes qui vont partir à l'aventure. Alors, je vais essayer de les distinguer rapidement. On a un groupe qui est composé de Meben, Megan, Yagu et Gareth qui vivaient à la campagne chez Repars, puisque je crois que c'est Meben qui était marié avec le fils de Repars. Donc, eux, ils vont partir en Islande. Alors, c'est pas dit que c'est d'Islande, mais ça a été tourné là-bas, pour sauver le dernier dragon opalescent. Donc déjà, on nous instaure une idée de dragon, c'est pas mal. On a Gauvin, Rostand et Trevor qui, eux, vont partir chercher Yvain, le chevalier au lion qui a disparu depuis 12 ans, puisqu'ils sont persuadés qu'il n'est pas mort parce qu'il est trop futé pour ça. Ça, c'est quand même génial. Ensuite, on a Girflet, Lucan et Guérand, donc c'est notamment les personnages qui sont joués par Mogiz, qui, eux, savent pas quoi faire, donc ils veulent aller tuer Lancelot. Assez peu dans leur corde, mais quand même. On a Alzagar, Quarto et Silas qu'on avait vu pour les 2 premiers dans le premier volet, qui eux sont envoyés par Arthur pour aller espionner en Orcanie, voir s'il n'y a pas le roi Lot. Et enfin, on a le groupe de Caradoc, le tavernier, la dame du lac et collègue, qui est un gars qui bosse à la taverne, qui eux vont partir parce que la dame du lac a fait un rêve prémonitoire et qu'il faut se barrer. Et le dernier groupe, c'est le groupe des magiciens. On a donc Merlin, on a Colne, qui est un personnage que j'ai trouvé très réussi, moi, pour ma part. Et je sais plus comment s'appelle celui qui les accompagne, leur guide, là. Qui, eux, vont oui, j'ai oublié aussi. dans les sous-sols de Camelot parce qu'ils ont découvert qu'il y avait eu des traces de magie noire à Camelot. Il y a des traces de magie noire liées. Et donc, il faut essayer de trouver ça. Donc, finalement, tous ces gens vont partir et le film va passer d'un groupe à l'autre. Et tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant, c'est que non seulement on les suit pas de manière linéaire, mais ils sont pas du tout dans la même temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe des magiciens, ce qu'ils font se déroule sur peu de temps. Sur une journée. Bien sûr. Ouais. Là où on a les autres qui partent en Islande, on imagine qu'ils mettent des mois à y aller, enfin des semaines. Et là, ceux qui vont en Méditerranée, ils mettent 1 mois et demi à aller en Méditerranée, ils restent un certain temps sur place. Donc en fait, il y a plein de temporalités différentes. Ce qui est super étrange en plus, c'est que du coup, au départ, Merlin, qui est dans le groupe du souterrain, donc celui qui est sur la temporalité la plus petite, voilà, au départ, il est avec Caradoc quand même. Oui. Et Caradoc met 10 ans à se décider avant de se barrer. Exactement, parce que Caradoc, il reçoit la convocation de la table ronde. C'est super étrange. Ouais, mais il se sépare parce que Caradoc il reçoit la convocation de la table ronde, mais le tavernier lui dit pas. Il lui dit pas la date. Il donne pas la date. Ouais, c'est vrai. Donc, et en parallèle, et ça sera le dernier truc dont je parlerai, on a Lancelot de son côté qui lui vit en exil dans les ruines du château de Bann, donc de Bann de Benoît. Et il essaye de communiquer avec son père qui revient en espèce de fantôme. La CGI est quand même meilleure que dans le premier film, je trouve. Et il essaye de communiquer avec lui. Et on a le retour de Méléagant, qui était annoncé, qui était le grand antagoniste de la série. Il y aura des choses à dire, je pense, sur lui, qui va essayer de... En fait, on comprend que c'est lui qui faisait de la magie noire. C'est Méléagant ou Dark Sidious, je sais. On est d'accord. Et en fait, c'est donc Lancelot qui faisait de la magie noire. Et il essaye de continuer à faire ça. Notamment, à un moment, il essaye d'invoquer dans des cercles une araignée. Et ce qui fait qu'à un moment, on va voir qu'il arrive à faire apparaître une araignée qui fait, je sais pas combien de mètres de long, un truc affreux. Mais ils en font pas trop avec ça, elle reste vraiment dans la pénombre. Exactement. C'est et quand sympa. il ressort pour se battre avec, elle a disparu. Et Méléagant arrive à ce moment-là. Et donc Méléagant va essayer de le former. À savoir s'il a pas invoqué Méléagant du coup. C'est un peu ce qui est sous-entendu, non ? C'est vrai, même si Méléagant on le voit à la fin du premier, mais... dans la scène post-générique. Et donc voilà, donc ils vont être tous les deux et lui va le former pour grosso modo essayer de lui dire il faut que vous trouviez d'abord une autre arme et on va essayer pas de l'enchanter mais de travailler avec et de faire appliquer la magie noire pour que vous ayez une arme aussi puissante. Oui, en gros, je crois qu'il lui dit à un moment donné faut que vous deveniez Arthur, c'est Arthur, faut que vous deveniez un sorcier quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est un peu ce qu'il lui dit quoi. Et que vous ayez l'appui d'autres formes de dieux pour entrer dans ce combat. Donc voilà tout ce qu'on va suivre. Donc même à expliquer en fait c'est bordélique parce qu'il y a plein de trucs. C'est un truc de ouf. Mais voilà, qu'est-ce que tu retiens toi comme scène majeure est-ce qu'il y en a ou pas d'ailleurs en bien ou en pas bien? J'ai pas vraiment de scène majeure. Alors en fait la scène la plus marquante, je trouve que ça reste la scène de la table ronde parce que c'est elle qui enclenche tout. Je suis assez d'accord. Et c'est celle qui reste en tête parce que comme tu l'as dit, c'est là où il y a peut-être le monologue, c'est là où il y a le seul monologue du film et en plus qui est déclamé et qui est écrit par Astier pour Arthur ou par Arthur pour Astier, on sait plus trop. Je l'ai déjà dit dans le premier, je le redis là. Mais voilà, je retiens
principalement cette scène. J'ai pas de scène qui me reste en tête. J'ai aimé pas mal de petits moments. J'ai beaucoup aimé l'équipe de Caradoc, le fait qu'ils partent tous ensemble, etc. Qui retrouve Vennec. Voilà, qui retrouve Vennec. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé les trois sorciers. Je trouve que ça fait partie des dialogues les plus drôles du film. En fait, j'ai bien aimé tous les petits. Le seul groupe où j'ai du mal, c'est parce que t'as parlé du groupe qui veut tuer Perceval. Tu vois, voilà. Le lapsus. Non, qui veut tuer Lancelot et du groupe qui part chercher Yvain. Ouais. Et en fait, au départ, c'est un seul et même groupe. Oui. Sauf qu'il y en a un des deux. Trevor. Il y en a un dans. Trevor veut tuer son frère. Et du coup, il dit moi, j'ai ma quête perso, en plus de la quête du groupe. Et du coup, ils lui disent non, c'est pas possible. Et pourquoi tu veux tuer ton frère ? C'est comme ça. Parce que je l'aime pas. Voilà, parce que je l'aime pas. Et on imagine, et ça a été un peu dit dans les interviews d'Astier, je les ai tellement vus que je connais à peu près tout, que a priori, Trevor, il a une raison. Elle n'est pas clairement énoncée, mais a priori, il y a vraiment un truc j'ai vu passer ça aussi. Mais voilà, et donc du coup, je pense que ça, c'est ceux que j'ai peut-être le moins aimé. J'ai pas trop aimé le personnage de Trevor. En fait, je trouve qu'il pourrait être intéressant, mais j'aime pas du tout le jeu du jeune, j'avoue. J'aime pas du tout la façon dont il joue. Après, voilà, il est encore jeune, il a le temps de s'améliorer. Hein. Je crois que c'est un enfant d'Astier en plus, si je dis pas de conneries. Oui, c'est un de ses enfants. Et voilà, mais non, j'ai pas de truc, j'ai pas de scène vraiment où je me dis waouh, tu vois. Mais en fait, visuellement, il est tellement beau qu'en fait, c'est un peu tout le film qui me reste en tête. C'est-à-dire que je trouve que c'est la continuité. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que ça marche vraiment très très bien. Et puis non, particulièrement les dialogues. Léo Dagan, je trouve que par rapport au premier, mais là, il est en roue libre et je trouve ça génial, quoi. J'ai adoré. Il m'a fait mourir de rire. Donc non, la scène de la table ronde et les dialogues et puis plus globalement l'appel à l'aventure qui, je trouve, fonctionne très 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 bien dans ce film. Et toi, du coup ? Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, parlant de dialogue, pour moi, il y a une scène qui me reste, c'est la scène où la mère d'Arthur et sa tante reviennent. Ah oui, ouais. Je trouve que cette scène, elle est vraiment très drôle. Elle est très bien écrite, très bien jouée. En plus, Guenièvre, à ce moment-là du film, elle a un tympan percé, donc elle c'est entend lié rien. à l'éclair que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et vraiment, je trouve que cette scène, elle est vraiment, vraiment bien écrite. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le personnage de Guenièvre, j'aime beaucoup, comme d'habitude. Oui, mais sûr. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu vois, depuis tout à l'heure, je sous-entends que je trouve que le deuxième film revient un peu aux bases de la série. Et je trouve que ça se voit avec le personnage de Guenièvre, qui redevient un peu, je dirais pas coconne comme elle pouvait l'être, ou un peu frivole, un peu naïve, mais qui est complètement différente de son personnage dans le premier film. Alors, effectivement, le contexte oblige, hein, c'est plus du tout pareil. Mais là, du coup, son personnage, je trouve que les interactions qu'elle a avec Arthur, t'as vraiment l'impression de voir des fois plusieurs petits épisodes de Kaamelott. J'ai vraiment une impression de pas de nostalgie, mais de putain, c'était comme ça à l'époque, tu vois. Mais je suis d'accord, et puis c'est exacerbé. Un retour aux sources, c'est le mot que je cherchais. Non, mais je te rejoins, puis c'est exacerbé par le fait qu'effectivement, comme une partie du film, elle n'entend rien, ça rend leur dialogue encore plus compliqué. Et c'est pareil, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des petits moments, je l'ai dit dans l'édito, mais tout petits, mais il y a des jolis moments. Par exemple, quand Arthur la rejoint dans la cuisine pour lui dire qu'en gros, il va faire un effort, il lui dit j'aurais jamais cru que les dieux s'en prendraient à vous, qu'ils s'en prendraient à ce qui m'est cher. Ouais. Évidemment, elle ne l'entend pas, parce qu'il y a la perpète et qu'elle est sourde. Mais j'aime bien ça. Je trouve que la relation qu'ils ont tous les deux, encore une fois, elle a progressé, notamment dans la scène avec sa mère. Parce qu'elle dit, elle explique qu'en gros, ils n'ont aucun rapport sexuel en toute tranquillité à sa belle-mère. Mais elle le dit, on s'apprécie différemment. C'est plus pareil. Exactement. Mais sachant qu'ils ont eu ils ont eu un rapport sexuel dans le premier. Ils se sont embrassés, mais ils n'ont pas de. Je crois t'as réécouté l'épisode, mais on n'avait pas un peu sous-entendu. Enfin, pour moi, dans mon souvenir, ils s'embrassent. Et c'est un peu sous-entendu qu'ils sont. Non, je crois qu'on en avait parlé, mais ça n'a pas été. On n'a pas de réponse. Puis là, pour le coup, on a une réponse d'elle qui dit que non. C'est vrai. Puisqu'elle dit oui. Non, mais c'est moi qui ai envie d'y croire. Ne sachant pas comment ça marche, je me verrais mal prendre des initiatives. La phrase est très bonne. Mais je te rejoins. Moi, je trouve que l'écriture est bonne. Après, il y a quand même, moi, je trouve, dans quelques séquences qui sont vraiment réussies. D'abord parce que le film, au niveau des décors, il est très dépaysant.
ce qui a été tourné en Islande, il y a vraiment des plans très Star Warsiens, des plans très lointains, des très grands, des plans très larges, je vais y arriver, avec juste des silhouettes sur fond blanc. On a la même chose, on avait eu un peu la même chose dans le désert, dans KV1, avec Clovis Cornillac au départ, quand il se balade pour aller chercher Arthur. On avait des plans qui ressemblaient à Tatooine, tu vois. D'ailleurs, je suis désolé, mais tu parles de Clovis Cornillac, et c'est vrai que je les avais oubliés, ce groupe-là, il y en a tellement. J'ai beaucoup aimé aussi le groupe avec Redouane Bougueraba. Ouais. Mais il était pas mort, Clovis Cornillac, dans le premier? Il se prend pas un scorpion dans la tronche? On a l'impression qu'il est mort dans le 1. J'ai pensé tout ça tout le long. Moi aussi. Du coup, il est pas mort, mais je me suis dit, mais c'est quoi? C'est pas un faux raccord du coup, mais c'est moi, un peu. Très content de voir Guillaume Gallienne, parce que je trouve que le personnage, du coup, là, on en profite, parce que dans le 1, on le voit très peu, mais il est très cool. Là, on le voit sur le temps plus long. Et ouais, le groupe qu'ils ont tous les droits marche bien. Puis on le l'a pas petit dit. passage chez le Roi Lot en plus est très réussi. Exactement. Et on l'a pas dit, ça c'est quand même un point de casting important, c'est que l'actrice qui joue la demi-sœur d'Arthur, c'est Virginie Ledoyen, ce qui n'était pas le cas dans la série. Pas du tout. Mais il se trouve que l'actrice qui joue dans la série originale n'a pas voulu faire la suite. Alors, on n'a pas d'explication, c'était un problème juste de calendrier ou si c'était une volonté de sa part, mais elle non plus pas revenue. Ça a moins passionné les foules que Perceval, de toute façon. Mais cela étant dit, c'est quand même... moi, j'en ai noté un autre. Donc, elle a été remplacée. Et pour moi, il y en a un autre grand absent, c'est François Morel, qui n'est pas dans les paysans. Il y a toujours nos 3 paysans, c'est-à-dire Reparts, Guetno, et le 3e n'est plus campé par François Morel. Non, le 3e, d'ailleurs, celui qui parle un peu bizarrement, je le connais, je sais plus d'où. Mais moi non plus, j'avoue que j'ai pas réussi chercher son nom. J'ai pas cherché non plus, mais il me dit quelque chose. Mais ça m'a surpris de ne pas voir Morel, parce qu'on le voit quand même depuis un moment. Il avait été un grand artisan de la saison 6, notamment François Morel, on le voyait beaucoup dans la saison 6. Il était revenu dans KV1, même si c'était pour 1 ou 2 scènes. Et là, on ne le voit pas. Alors là aussi, pas d'explication si c'est une histoire de calendrier, c'est parfois simplement ça. Mais voilà, on n'a pas que Perceval qui est manquant. Après, pour finir, moi, sur ce que j'en ressors, je ressors que c'est pas tant des scènes, c'est comme toi, je me suis marré vraiment. Ouais, tu t'es marré à ton premier visionnage parce que là t'étais un peu plus en analyse, donc j'ai l'impression que voilà. Je voulais pas trop le montrer parce que je voulais qu'on garde la surprise pour le podcast, mais ouais. Alors pas rien à foutre, moi j'ai ri. Oui, mais le premier, vraiment, je me suis marré. Le premier visionnage, j'ai vraiment eu des moments, ne serait-ce que la première scène avec Bohort, voilà. Et je trouve que en termes de réalisation, le film il est vraiment bien. Il y a un vrai travail sur la lumière. Il y a un vrai travail dans certains plans de caméra. J'ai en tête quand Arthur rentre pour la première fois à la table ronde, il y a un plan zénital. On le voit vu du dessus marcher. Et c'est des choses toutes bêtes, mais c'est aussi pour ça que moi je voulais voir Kaamelott au cinéma. Oui, pour faire des slash un peu plus, bien sûr. Il y a quelques plans en grue, notamment quand ils arrivent devant l'endroit, le bâtiment où il y a la table ronde, etc. Voilà, je trouve que tu l'as dit, il y a une continuité dans l'image qui est qualitative, là où dans KV1, je trouvais qu'il y avait des trucs un peu moins jolis. Par exemple, je trouvais que tout le décor des ruines du château de Bann, c'était pas terrible. Là, je trouve que c'est mieux, notamment là où est caché Lancelot. Là, il vit dans une espèce de débarras. Oui. Et j'aime bien ce truc, j'aime bien la lumière, elle est très bleutée à l'intérieur. Et puis, t'en as parlé, mais je voulais qu'on revienne dessus 30 secondes. Les CGI sont quand même chouettes, quoi. Ah mais de ouf, là quand il y a le dieu qui attaque Lancelot, c'est génial. Il finit par faire venir un espèce de, pas de dieu, mais de démon qui s'appelle Ambernock, c'est ça? Sabernock. Et Sabernock, on est d'accord. Alors, je te donne la parole juste après, mais toi aussi, moi, il m'a fait penser à Thanos. Ah bah un peu, on oui. Est d'accord, avec Thanos, sauf que c'est une barbe, lui, enfin, ou Deluxe. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai trouvé vraiment réussi. Non, ça marche vraiment très bien. Puis il est un peu. Enfin, tu te prends au jeu, je trouve. Ouais, je suis vraiment au jeu. Kaamelott devient un vrai truc d'heroic fantasy. Bien sûr. Bah, il arrête pas, dans les interviews que j'ai vues, il arrête pas de comparer ça à Game of Thrones. Bon, j'irai pas jusque là non plus, mais je comprends ce qu'il veut faire, et c'est vrai que là et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, j'ai hâte de voir le dragon parce qu'on va le voir dans le 2. J'espère. Alors après, on est d'accord. Moi, je pense que la chasseuse qui leur dit non, mais le dernier dragon a été tué par un chasseur. Je sais pas quoi. Je pense que c'est elle, moi. Oui, bah moi aussi. Oui, d'accord. Et alors, du coup, le troisième paysan. Le fameux paysan. Incarné par Stéphane Philoc, donc qui joue, je vais te dire le nom du personnage, qui joue donc Clayton. Ouais. Et alors, on le connaît, ce monsieur ? Eh ben, c'est un monsieur d'Internet. En tout cas, moi, je l'ai connu sur Internet. Si je te dis, le mec qui avait fait une vidéo où il essaye de vivre comme Rahan.
J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Non, c'est coup dur pour Guillaume. Ah ouais, coup dur pour Guillaume. Et donc c'est cet acteur-là. Ah mais oui, c'est lui. Ah bah si, non, oui, et donc en fait, quand dans sa vidéo où il incarne, il essaye de vivre comme Raon, il est en slip donc dans la forêt, mais c'est filmé mais n'importe comment. J'ai jamais vu ce truc-là. Attends, je vais essayer de te retrouver une image, mais voilà donc ok, il vient de là. Alors... Non mais mec. Ça te dit rien? Non, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, on va la regarder après l'épisode alors. Mais franchement, mais c'est hallucinant. Mais je savais qu'il me disait quelque chose. Mais c'est ouf qu'il ait pris ce mec-là. Ça va c'est un peu dans incroyable. La ligne d'avoir pris Mogiz. Mogiz, il est connu que pour ses stories Instagram. Il commence tout juste à faire de la scène. Mais oui, mais j'étais pas sûr que c'était lui. Et si, moi j'adore Mogiz. Pardon, ma chère et tendre m'a montré, je me montre souvent des vidéos de ce mec-là qui te font rire. Et je trouve que son personnage est cool avec son espèce d'arme pourrie qu'il a, là, espèce de rondin de bois dégueulasse. Oui, son gourdin. Si je le laisse poser sur une table, on le jette au feu parce qu'on pense que c'est une bûche. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà grosso modo ce qu'on en a pensé. Comment ça se termine? Alors, justement, le problème de ce film, c'est qu'aucune quête n'est résolue. Donc le film se termine quand même par 2 éléments importants. D'abord, la Dame du Lac, qui a donc amené Caradoc jusqu'à l'île des Trois Fontaines, puisqu'on finit par comprendre que c'est une île, parce qu'elle a fait un rêve prémonitoire dans lequel il a un rôle à jouer, mais elle ne sait pas exactement lequel. Un rêve prémonitoire, en plus, qui rejoint les rêves d'Arthur, du coup, si je comprends bien. Rêves d'Arthur, effectivement. Arthur, lui, rêve qu'il se noie, et Caradoc rêve de l'eau aussi. Rêve qu'il est dans un bateau. Ouais, c'est ça. Et que le bateau coule, donc ils ont un peu ce truc tous les deux. Et donc, elle le fait aller jusqu'en Méditerranée avec Vénèque, et ils finissent par trouver le truc des Trois Fontaines, et au moment où ils comprennent que les Trois Fontaines, c'est le nom de l'île et qu'ils s'apprêtent à partir, la Dame du Lac est rappelée enfin sur son plan. Donc par les dieux. Disparaît, elle est rappelée par les dieux, et elle redevient la Dame du Lac, puisqu'il y a une scène hilarante où elle parle avec Arthur, elle apparaît devant lui, et lui, il est surpris à table, il est avec ses beaux-parents, et il fait genre de tenir une conversation avec eux, alors qu'il parle à moitié avec elle, et évidemment, elle n'a pas de réseau, donc on comprend rien à ce qu'elle dit. Et finalement, elle lui parle parce que quand Caradoc et ses compagnons arrivent sur l'île des Trois Fontaines, ils sont accueillis par une espèce de horde, pas des zombies, mais pas loin. Des chevaliers errants, mais voilà, clodo un peu bizarre. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils sont, pour certains, en tenue romaine. J'ai vraiment eu cette impression aussi, ouais. Mais ils ont l'air vraiment de sortir d'outre-tombe. Et donc Vénèque, lui, il a le temps de s'enfuir. Et il écrit un courrier à Arthur en lui disant il faut absolument venir de toute urgence sur cette île, quoi. Et donc le film se termine par Arthur et Guenièvre qui prennent le bateau, et Vénèque qui vont là-bas. Et alors, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment un détail, mais je te l'avais dit, mais je veux le dire, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai écouté toutes les interviews d'Astier, une grande partie tu m'avais avant. dit qu'il racontait comment ça se finit. Et en fait, à un moment donné, sur RTL, il a donné une interview à Anne-Sophie Lapix, et il parle de la quête de l'aventure, et il dit texto, bah voilà, Arthur, elle dit voilà, chacun part à l'aventure, mais pas lui. Il dit oui, et lui, il finit par partir à l'aventure, et c'est comme ça que se termine le film. Et là, j'ai eu une grande surprise, parce qu'il a littéralement spoilé le film, et cette interview date d'avant la sortie. Donc vraiment, voilà, c'était pour donc je savais que ça allait finir comme ça. Donc moi, quand j'ai vu ça, je savais que ça allait être la fin. Ouais. Donc moi, j'ai eu un peu moins de ce moment d'angoisse. Ça paraissait logique aussi. Mais bien sûr. Et donc, à ce moment-là du film, ils sont en direction de ça. D'ailleurs, à ce moment-là, ils lisent une petite lettre de Perceval qui dit « Rassurez-vous, dans 15 jours, je reviens avec le Graal ». Dans 15 jours ou 2 semaines. Dans 2 semaines ou 15 jours, ouais, exactement. Donc, du coup, ils se font... Enfin, voilà, il part là-bas et on imagine que il va essayer de sauver, quoi. Et le film se termine sur Caradoc qui se réveille à nouveau de son rêve, mais il est dans une prison, ce qui ressemble à une prison en tout cas. On a une toute petite scène post-générique qui dure quelques secondes où on voit Arthur qui tombe dans le bateau, parce qu'en fait le bateau, quand on nous fait comprendre on a l'impression que c'est le rêve de Caradoc, le bateau il heurte un rocher et donc il coule. Et le film se termine avec Arthur qui nage sous l'eau et qui, d'un seul coup, a l'air de voir un truc impressionnant devant lui et recule. Moi, la deuxième fois, j'ai vraiment prêté attention à quelle était sa réaction quand je l'ai revu avec toi, là. Et il a l'air de tomber sur un truc qui l'impressionne, quoi. Et ça se finit comme ça. Moi, je me suis dit à ce moment-là, on va voir qu'en fait, il est revenu à la fin de la saison 6. Et que, genre, là où il a fait ses armes avec la femme de la saison 6, je me suis dit, la vache,
Ça va être là où on l'a quitté en fait, un Ben, truc comme ça, tu vois. J'ai imaginé ça. Peut-être qu'il y a de ça. Non, je pense pas du tout, mais Parce qu'ils sont en Méditerranée, donc ils vont en Sicile. Bah oui. Donc voilà. Alors on sait qu'il a fait ses classes à Rome, pas en Sicile. Ah, non, mais c'est peut-être pas ça alors. peut-être qu'ils sont pas loin. Peut-être qu'ils retombent sur un vestige d'Aconia. Bon, on sait pas quel âge aurait Aconia à ce moment-là, mais elle serait vivante a priori encore, donc peut-être. Ça pourrait être intéressant. Mais ou alors ça va être une des intrigues laissées en plan et puis c'est tout. Bon, on verra. Mais en tout cas, ça nous tease que ça va être je pense, un des premiers trucs qu'on va nous révéler dans la deuxième partie. J'imagine. J'espère, oui. Pour ensuite faire avancer l'histoire. Mais voilà comment ça se termine, avec donc beaucoup de frustration, évidemment. Mais dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise chose. Oui, puis moi j'ai pas été frustré. Dans le premier, je l'étais un peu plus, parce que vraiment, je me suis dit, waouh, tout ça pour ça, quoi. Et là, j'ai pas eu de frustration, parce qu'en fait, tu le sens venir. C'est pas de la frustration, c'est juste de la surprise, parce que vraiment mettre le générique sur la gueule de Caradoc qui se réveille du bateau, de son rêve du bateau qui heurte un rocher. Ah d'accord, ok, ça, sans aucune Tu sais, normalement, quand tu finis un film, tu le sens. Surtout un film en 2 parties, normalement, tu fais un truc un peu plus épique, quoi. Là, non. Là, non, c'est vraiment coupé. Il est anti-climatique, tu vois, il est anti... Enfin, je sais pas, il est vraiment pas là où on l'attend. On l'avait beaucoup dit dans le premier, que c'est un réalisateur qui aime ne pas faire ce que les gens attendent. Il l'a redit, il l'a revendiqué dans plein d'interviews. Je l'ai écouté je vous conseille d'écouter son interview sur France Inter dans l'émission Totémique. De toute façon, tu as un dossier avec toutes ces interviews qui fait 50 gigas. Non, mais dans Totémique, il a une interview que je trouve plutôt intéressante, et il explique ça, que le métier de l'auteur, sa conception du métier de l'auteur, c'est de faire tout sauf ce que les gens attendent. Donc, on est d'accord ou pas, je sais que moi le premier, parfois ça m'agace, mais je trouve que ça finit de manière très brute, mais en même temps, moi j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite. Donc, ouais, à partir de là, attendre un an, ça fait un peu embêtant. Ça, je suis d'accord, mais à partir de là, pour moi, ça veut dire que le film il marche. Ah bah oui, parce que t'as envie de voir la suite. Bien sûr, c'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce film merveilleux? On se revoit dans un an. Bien sûr. Alors ça, évidemment, t'écouteras les 2 épisodes, t'écouteras toutes les interviews du premier, du deuxième promo et du troisième film. Qu'un seul épisode. Voilà. Juste, moi j'ai un dernier truc à dire avant qu'on se quitte. Il y a un point dont on n'a pas parlé et auquel moi je suis très attaché, c'est la musique. Ah mais oui, mais en plus j'y ai pensé plus tôt et puis on a parlé d'autre chose. Est-ce que tu as aimé la musique? J'ai adoré. Moi aussi. J'ai pas du tout aimé la première BO et là j'ai trouvé trop bien. Alors moi j'avais bien aimé la première BO, mais je trouve que celle-ci est meilleure. Elle est vraiment plus marquée, je trouve, que dans le premier. C'est-à-dire qu'elle a une plus forte identité que la première, qui était entre la série et un truc nouveau, on comprenait pas bien. Et il faut se rappeler que Kaamelott premier volet, la BO est sortie 1 an avant le film, puisque le film a été repoussé, mais que la BO était prête, donc il l'avait quand même commercialisé avant. Donc là, moi j'étais content de la découvrir en même temps que le film et pas avant. C'est quand même un rapport un peu différent, et je l'ai énormément écouté là ces 48 dernières heures. Je pense que j'ai écouté au moins 8 ou 9 fois la bande originale en entier. Ça va pas bien, toi. Et je trouve qu'elle est il y a vraiment des morceaux très 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 réussis, notamment tous les morceaux. Moi j'ai adoré. Il y a pas mal de morceaux à la guitare quand ils sont notamment dans les villages, enfin à la taverne. On n'a pas parlé parce qu'on revoit la taverne, c'est assez cool. Et quand ils arrivent à Porto Salbus, là, c'est ça, Porto Salbus. Je crois que c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup cette tonalité-là de musique un peu villageoise, et je trouve que c'est un truc qu'on voyait pas beaucoup dans la série, et j'étais content d'entendre ça. Eh bien, écoute, tant mieux, tant mieux. Moi, je trouve que la BO est un peu plus épique et colle beaucoup plus à cet aspect heroic fantasy marqué, donc j'étais très content. Et surtout, on a des petits moments, on peut en profiter, parce qu'il y a quelques scènes contemplatives, on l'a dit, quelques plans larges, notamment en Islande, notamment à Malte, etc., enfin, qui est censé être la Sicile, mais il y a quelques plans où on profite un peu du décor. Non, mais de toute façon, il y a une identité Star Wars qui est embrassée, qui est câlinée, qui est entretenue là, dans celui-là. C'est hallucinant, encore plus que dans tout ce qu'il a pu faire dans Kaamelott jusqu'à maintenant. Je veux dire, là où se trouve la table ronde, l'ancien truc d'armement, là, c'est quand même le truc le moyen de transport des Jawa, c'est ça? Je sais plus trop dans Star Wars. Mais ça ressemble tellement à ça. Non, mais moi j'ai vraiment eu et puis en plus quand tu le vois arriver, ils ont tous une capuche, et tu le vois arriver, ils regardent le truc en capuche, enfin tu te demandes s'il va pas sortir un sabre laser à un moment donné, tu vois. Donc non, moi je trouve, mais après c'est assumé. Et ça marche bien, ça colle bien au truc. Les musiques sont plus épiques, et il y a des moments donnés, t'as l'impression de voir des envolées un peu à ce que pouvait faire, ce que pouvait proposer John Williams sur Star Wars. On terminera là-dessus, je peux pas te dire mieux, c'était le cas de la première, mais c'est le cas de la deuxième. La bande originale est éditée chez le même éditeur, qui est un éditeur
extrêmement prestigieux qui est Dutch Gramophone. Donc je connais pas d'autres compositeurs français qui font de la musique de films qui sont édités par Dutch Gramophone. Et clairement, il le dit dans la fameuse interview chez Totémique sur France Inter, il parle de la musique et il dit que John Williams, il n'y a rien de mieux que John Williams à ses yeux dans la musique de film. Et ma foi, enfin à ses oreilles si j'ose dire, et ma foi on l'entend très très bien. Mais c'est toujours l'Orchestre Symphonique de Lyon, c'est toujours, et toujours Frank Strobel qui les dirige. Eh bien super. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci Bastien. Avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode thématique, on a le droit de le dire. Oui, un épisode un peu thématique. On a le droit de le dire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Salut. Ne passerez pas! Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Je vous emmène, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.